Dominique Choisy, réalisateur de Ma vie avec James Dean. Donc, ce film m'a beaucoup surpris. Il surprend un peu le public en général. Certains sont complètement conquis, d'autres sont un peu sur la réserve. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le choc des mondes. On a l'impression que l'acteur, qui est un réalisateur, qui vient dans un festival, porte une histoire et qui va être confronté à une réalité, là où il arrive, au Tréport, pour ce festival. Mais ensuite, c'est une suite de mondes qui, justement, sont en choc les uns après les autres. Et quelque part, c'est totalement surréaliste. Première réaction par rapport à ce point de vue, à cette surprise que j'exprime. L'idée au départ, c'était que le personnage principal, donc, qui est joué par Johnny Rass, donc le personnage du réalisateur, il devait fonctionner plutôt comme une sorte d'écran lui-même, comme un écran de cinéma sur lequel tout le monde allait projeter ses désirs, ses projets, ses envies, enfin, et que lui, il démarre dans l'histoire en étant un peu vide d'histoire, justement. Il est en fin de parcours. On a l'impression qu'il est perdu quand il arrive. Complètement. Et il est perdu dans sa vie aussi. Il est en train de se faire larguer, son film ne marche pas, il arrive, personne ne l'attend, il tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et c'est vrai que toutes les personnes qu'il va rencontrer autour de lui, finalement, se rendent compte de cette vacance, de cette possibilité de l'investir avec leurs propres histoires. Et étant donné qu'ils sont nombreux, ça finit par faire une sorte de farandole autour de lui, et ça finit par provoquer effectivement une espèce d'accumulation d'univers qui est porté par chacun des personnages, et chacun de ces personnages porte un univers qui n'est pas le même que celui de son voisin. Et du coup là, il y a cette confrontation que tu appelles confrontation de monde, mais où c'est plus des histoires de rencontres en fait, c'est-à-dire que à la base, ils ne sont pas faits pour se rencontrer les uns les autres, mais grâce à cet élément, comment dire, inhabituel, grâce au personnage de Géraud, ils vont finalement finir par se croiser et par avoir finalement à tous un destin commun. Et c'est vrai que, étant donné que tous ces univers sont quand même très opposés les uns des autres, je pense que voilà, le terme de surréaliste que tu utilises, en fait, ils ont rien d'extravagant les uns et les autres. Toutes leurs histoires, voilà, toutes leurs histoires pourraient être tout à fait naturalistes, mais le fait que ça, voilà, que ça se retrouve en mouvement au même moment et tous ensemble, ça finit par provoquer quelque chose qui semble un petit peu en dehors du réel. Après, c'est vrai que on aime bien travailler dans ce sens-là, l'équipe et moi, autant les costumes, la lumière, le son, enfin voilà, essayer d'emmener les choses un peu en dérapage. On espère contrôler autant qu'on peut, mais à un moment, enfin, voilà, il faut que ça se barre en aquaplaning et qu'on atterrisse dans l'univers propre du film qui ne correspond plus à quoi que ce soit réel. Pauline, je regarde une femme. Alors, moi, je souhaitais aussi voir un peu... En fait, tous les personnages sont vachement positifs. Et Géraud, lui, et comme tu l'as dit tout à l'heure, est quelqu'un de... Il arrive, il est un peu perdu, il est peut-être désespéré un petit peu. Et je voulais voir un peu ce que les personnages très positifs peuvent apporter du coup à Géraud au Tréport, alors que tout lui semble... pas accueillant du tout, en fait. En fait, à tous, ils sont une source d'inspiration pour lui. C'est-à-dire qu'au départ, il arrive effectivement dans un état où il est un petit peu borné. Voilà, il est vraiment dans son histoire et on lui vole son portable au début du film. Il n'entre pas en communication. Il est vraiment, il se méfie, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait là, il se pose beaucoup de questions. Et tous les personnages autour de lui vont presque le réveiller et vont réveiller aussi son imaginaire, et il va, alors qu'il vient présenter le film qu'il vient de terminer, et on sent au départ que peut-être il est un peu en panne d'inspiration, ou en tout cas qu'elle n'est pas encore revenue, tous ces personnages-là vont l'inspirer, et leur côté, comme tu dis, positif, ou en tout cas en action, sont des gens qui agissent, qui bougent.
voilà, très vite, comme il y a des poursuites dans la ville, ils finissent par être les uns après les autres à s'observer. Ça le met en mouvement aussi, et c'est ça qui va finalement l'emmener dans son prochain film, dont on voit les premières images à la fin de ce film-là. Et c'est vrai que leur côté vivant, leur côté agissant à toute cette troupe de cinglés, ça va lui donner cette énergie-là, et ça va l'inspirer. Il va commencer à faire vraiment attention à eux et à les voir à la fois comme source d'inspiration, mais aussi comme vraies personnes, et en se disant, tiens, finalement, il se passe des choses, elles ne sont pas banales, et plutôt que de résister, accompagnons-les et partons à leur rencontre. Et au fur et à mesure du film, il se révèle aussi en tant que personne. Au début, il est absent, et plus le film avance, plus il est avec eux. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans un registre tout à fait différent, quelque chose de semblable de Mort à Venise? C'est-à-dire que cette personne arrive, elle est nue devant, Mort à Venise, elle est nue devant la mort, mais elle est nue devant la mer, elle est nue par rapport à sa vie. Voilà, c'est peut-être un film à l'envers, puisqu'il se met à renaître plus doucement, il se met à devenir optimiste, mais je veux dire, il y a quand même un point commun entre les deux. Non? Oui, le Tréport dans une sorte de Venise normande. C'est le rapport à la mer. Oui, et puis... La mer en psychanalyse. Oui. Et c'est la mer. Elle est aussi présente. Et la mer revient. Elle est aussi présente dans le film en tant que personne. C'est-à-dire qu'effectivement, Géraud retrouve sa mère en étant à la mer, d'ailleurs. C'est très bizarre cette scène, parce qu'on se demande ce que vient faire cette mer à cet endroit-là et à ce moment-là. Elle habite pas loin. C'était la plage, c'est juste au-dessus c'est juste au-dessus du Tréport, c'est un peu plus haut dans le Nord-Pas-de-Calais, mais enfin c'est sur la côte de Pâle. Et il y avait évidemment un jeu aussi, voilà, entre être à la mer, retrouver sa mère, bon voilà, mais par rapport à Mort à Venise, il y a aussi peut-être alors, comment dire, dans Mort à Venise, il court à sa perte, hein, voilà, en tombant amoureux d'un jeune homme qui, d'une certaine manière, joue avec lui et se joue de lui de façon un peu cruelle et inconsciente, comme un chat joue avec une souris avant de la dévorer. Là, effectivement, ça serait peut-être la proposition inverse, où tout d'un coup tout le monde est consentant et où il ne s'agit absolument pas de provoquer la perdition de qui que ce soit. C'est à la fin. Oui, mais il y a un moment, voilà, il y a une espèce de... Il y a une espèce de danse de séduction qui pourrait effectivement se terminer mal. Voilà, mais justement, ça a déjà été fait par des gens qui ont un talent voilà, absolument indiscutable, et il ne s'agissait pas de revisiter cette histoire-là. En tout cas, moi, ça me... Il y a des points communs dans l'attitude, dans les attentes. C'est un des films que j'aime beaucoup. Dans les grands silences. C'est possible. Dans les grands silences, dans la manière de... On se dit, voilà, où est-ce qu'il va? Il va à sa perte, il va à la renaissance. Tout à fait, on peut se poser la question, oui, absolument. Puis après, voilà, il y a cette affaire de bord de mer où tout d'un coup, il y a des histoires de fin de monde quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, souvent, c'est soit une perdition, soit une renaissance. C'est ce qui m'intéressait aussi avec cette petite Venise normande. Et pourquoi le Tréport? Pourquoi avoir choisi cette ville, le Tréport? Presque, c'est le Tréport qui a été à la base de l'écriture du film. J'ai toujours beaucoup aimé cette ville à cause de ça, son côté fin de quelque chose. Un peu baroque. Oui, et puis, enfin voilà, c'est quand même très improbable, enfin voilà, d'être accroché à ce point-là aux falaises, et puis d'être aussi à ce point-là tombé dans la mer. Enfin, il y avait le côté théâtral. Je ne sais pas si jamais rien au Tréport. Là, il se passe quelque chose. Non, mais je veux dire, c'était vraiment les fins fonds perdus. C'est le bout du monde. Oui, c'est un Finistère, c'est une sorte de Finistère. Et ça m'intéressait aussi de mettre cette histoire improbable sur un bout de terre dont on se demande s'il va être écrasé par les falaises ou envahi par la mer. Enfin voilà,
c'est un espace de terre un peu impossible pour l'histoire. Et aussi, voilà, il y a la théâtralité du lieu qui me plaisait beaucoup, avec véritablement voilà, cette ville qui se présente comme une scène de théâtre sur laquelle on peut voilà, avoir des entrées, des sorties de champs qui seraient côté cour, côté jardin. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 89 ouvertures et fermetures de portes. Voilà, j'ai relu tout mon Feydeau, voilà, tous les grands classiques du théâtre français de comédie pour essayer de réinjecter de cette énergie-là à l'intérieur du film. Et il me semblait que le Tréport était une sorte de théâtre en soi et aussi un endroit éminemment cinématographique. Il n'y a pas un seul endroit où on pose sa caméra qui ne répond pas, qui ne réagit pas, qui ne propose pas quelque chose. Donc c'était vraiment... moi, ce qui me fascinait dans cette ville avant que j'y tourne, et je me disais j'aimerais beaucoup y tourner un jour, et il se trouve que voilà, il y a eu une corrélation entre la ville et cette histoire. Je me suis dit tiens, je peux écrire cette histoire, raconter cette histoire-là. Voilà, j'avais d'abord des photos, presque des photos de repérage avant même de savoir ce qui allait s'y passer. Et après, j'ai emmené mes personnages dans ces endroits pour qu'ils y passent, qu'ils s'y retrouvent.